Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Amazon KDP. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. C'est des questions que vous m'avez posées une fois ou plusieurs fois par message et du coup, je vais essayer d'y répondre le plus simplement possible. Et n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des conseils et des astuces liées à KDP, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc c'est parti, dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions. Donc la plupart des questions auxquelles je vais répondre, c'est des questions qui m'ont été posées sur mon groupe Facebook. Donc le groupe, c'est KDP Business. Pour ceux qui veulent venir voir comment ça se passe, vous pouvez directement le retrouver sur Facebook. Donc première question, je vais la lire. Pour les livres à lire, pourquoi nous ne pouvons pas utiliser le mot-clé livre dans nos mots-clés? Alors, c'est pas exactement ça. Tu as le droit d'utiliser le mot-clé livre, mais il est plutôt déconseillé. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Amazon vous explique hein, comment utiliser les bons mots-clés pour votre livre. Il vous explique ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne bien. Et effectivement, il vous donne une liste de mots-clés à éviter. Donc, ce pas des mots-clés qui vont vous faire clôturer votre compte si vous les mettez. Ce sont des mots-clés à éviter. Donc, typiquement, effectivement, vous avez le mot livre. Donc, en fait, le mot livre, si vous le mettez, ça va vous faire une sorte de répétition parce qu'il est déjà dans une catégorie, en fait, dans une rubrique. Hein, donc, c'est ce qu'ils vous disent ici. Il est déjà dans la rubrique livre, votre livre. Donc, vous n'avez pas loin de le répéter. Mais bien sûr, si votre titre, par exemple, c'est, je sais pas, livre pour les adolescents, par exemple, eh bien là, bien sûr, vous pouvez le mettre dans votre titre. Mais vous n'aurez pas besoin de le répéter. Vous n'avez pas besoin de le mettre dans votre sous-titre. Vous n'avez pas besoin de le mettre dans vos mots-clés. Parce que finalement, Amazon sait que c'est un livre. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de répétition. Donc, vous n'avez pas besoin de le rajouter. Voilà. Donc, grosso modo, c'est pas interdit. Mais finalement, ça sert à rien de le mettre. La seule chose où vous le mettez, si vous avez besoin de le mettre, c'est dans votre titre, si votre titre sur la couverture comporte le mot livre. Deuxième question. Alors, Jérémy, j'ai 18 livres au total, donc le carnet de notes et des livres de coloriage sur le marché français. Aucune vente jusqu'à maintenant. Ça me dépasse vraiment. Aide-moi pour enregistrer des ventes. Alors, 18 livres, c'est peu ou c'est beaucoup? En fait, tout dépend de quand est-ce que tu as commencé déjà. Si ça fait 2 semaines que tu as commencé et que tu as fait déjà 18 livres, ben, en fait, finalement, c'est beaucoup. Donc, si tu es dans ce cas-là, je te conseillerais déjà de mettre plus de qualité sur tes livres, de plus travailler ta recherche de niche, de plus travailler ta couverture, ton intérieur, voilà, de faire des livres de qualité. Par contre, si tu as publié 18 livres en un an et que tu travailles régulièrement tous les jours, plusieurs heures par semaine, eh bien là, tu as peut-être plutôt un problème sur le marketing. Parce que si tu travailles depuis un an sur KDP, que tu fais des livres de qualité, bah, je suis sûr que ton intérieur est pas mal, que ta couverture est probablement bien, mais tu as peut-être un problème plutôt sur le marketing. Donc peut-être sur les publicités, peut-être sur du marketing extérieur ou d'autres choses qui peuvent t'empêcher finalement de vendre. Voilà, donc tout dépend où tu te situes sur KDP. Finalement, si tu es débutant, continue à travailler sur la qualité vraiment de ton livre, sur la création. Si tu es plus avancé, travaille sur ton marketing. C'est là où tu dois pêcher. Les choses importantes, encore une fois, c'est ta recherche de niche, ta couverture et après ton marketing, donc publicité extérieure ou intérieure directement sur Amazon. Troisième question. Salut, quel budget minimum pour débuter sur la pub sur Amazon? Alors, encore une fois, il n'y a pas de réponse universelle. C'est difficile de vous donner des réponses oui, non, blanc, noir sur vos questions parce que à chaque fois, ça va dépendre de plein de choses, de situations. Il me faudrait un contexte pour que je puisse correctement te répondre. Je te donne un exemple. Si le mois prochain, tu veux réaliser 3 000 € sur KDP, bah, ça sera sûrement pas le même budget que si tu veux réaliser en chiffre d'affaires le mois prochain 100 euros. Donc, tu vois, déjà, rien que ton objectif, ça va changer. Et puis aussi, ton objectif, est-ce que tu veux être rentable ou est-ce que tu dis, bah, moi, je veux investir de l'argent pour plus tard? Est-ce que tu dis, je suis prêt ce mois-ci à dépenser 500 euros et je rentre pas dans mes frais, mais par contre, je sais que dans 6 mois, je vais rentrer dans mes frais? Ou est-ce que tu te dis tout de suite, eh bien, je veux aller chercher de la rentabilité? Donc là, forcément, bah, tu vois, t'as pas les mêmes bases et donc on va pas arriver sur le même budget de publicité. Globalement, pour quelqu'un qui débute la pub, je lui conseille de ne pas faire de la pub déjà sur beaucoup de livres. Ça, selon moi, c'est une grosse erreur de vouloir faire de la pub directement sur 10 livres.
Je sais pas, si tu as 15 livres dans ta bibliothèque, eh ben, choisis peut-être les deux meilleurs et fais de la publicité là-dessus. Déjà, si tu fais de la publicité sur 2 livres, déjà, ça fait déjà beaucoup. Parce que les publicités, bah, il faut s'en occuper régulièrement, il faut réfléchir dessus, il faut les travailler, on dépense de l'argent. Voilà, donc premier conseil, fais de la pub finalement sur peu de livres. Et ensuite, bah, ça va dépendre du potentiel de la niche, du potentiel de ton livre, de plein de choses. En principe, pour moi, si tu dépenses déjà 100 euros sur un livre en un mois, tu as largement de quoi le tester. Donc, peut-être que tu ne seras pas rentable, parce que ça, encore une fois, ça dépend de ta niche, ça dépend de ta couverture, ça dépend de plein de choses. Mais au moins, déjà, avec 100 euros, tu auras déjà un bon aperçu de si ton livre fonctionne ou s'il ne fonctionne pas. Donc finalement, si tu as 15 livres dans ta bibliothèque, je prends un exemple, tu as 15 livres dans ta bibliothèque, prends par exemple tes 2 meilleurs livres, fais de la publicité dessus, et puis fais de la publicité pendant un mois. Et déjà, si tu dépenses 100 euros par livre, tu auras déjà bien de quoi tester tes livres. Voilà, en principe, ça devrait être suffisant. Autre question, alors là, elle est un petit peu plus longue. Alors, bonjour Jérémy, je pense que pas mal aimerait avoir une vidéo ou une partie de vidéo qui détaille les méthodes de pub qui fonctionnent et les manières de référencer un livre. Je pense sincèrement que la plupart n'ont pas de problème de conception de livre quand on y met du cœur et du temps. Alors, c'est vrai que finalement, je pense que le plus complexe, c'est après la création. Tu as raison, la partie plus simple, c'est la création de ton ouvrage. Moi, je dis souvent que c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit finalement, mais c'est ce qui est le moins important pour réaliser, entre guillemets, des ventes, parce que ce qui va être le plus important pour vendre, c'est le marketing. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut passer à côté de travailler son intérieur ou sa couverture ou ses métadonnées, hein. Mais ce qui veut dire, c'est que derrière, il y a plein de choses importantes pour que votre livre il fonctionne. Par contre, en une vidéo, eh bien, je pourrais pas te donner des détails sur comment faire des pubs, comment avoir une bonne stratégie, comment du marketing extérieur. Je pourrais pas t'en parler en une vidéo. Même si la vidéo ferait 1 heure, je pourrais pas t'en parler parce que ça serait largement insuffisant. Donc pour ça, tu as différentes méthodes. Soit tu regardes plein de petites vidéos sur YouTube, déjà ça va te donner des ordres d'idées. Soit tu peux regarder sur Amazon, ils ont une formation sur la publicité écrite gratuite. Ensuite, tu peux regarder tout ce que Amazon préconise. Donc, ils préconisent plein de choses, comment mettre des bonnes métadonnées, comment faire de la publicité, ils préconisent plein de choses, souvent à l'écrit. Ça, tu peux le lire, tu peux le trouver facilement sur Internet. Autrement, bien sûr, tu peux prendre des formations ou alors tu as aussi la possibilité de prendre du coaching avec moi. Je propose du coaching. Donc, tu peux retrouver mon service sur ComUp et je pourrais t'aider dans cette partie-là. Mais forcément, c'est une partie qui demande plusieurs heures d'apprentissage, plusieurs dizaines, voire centaines d'heures de travail derrière. Donc, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. C'est du boulot derrière. Voilà, donc effectivement, je ne pourrais pas t'expliquer très simplement, si ce n'est que te dire qu'effectivement, la pub, c'est important, c'est de plus en plus important, même si c'est possible de faire de la publicité, de faire des ventes pardon, sans publicité, c'est quand même de plus en plus dur. Donc, de plus en plus, il faudra sûrement faire de la pub sur Amazon. Question suivante, est-ce qu'il existe des alternatives à KDP? L'idée est de publier des ouvrages sur d'autres plateformes pour avoir de la visibilité. Alors, moi, je dis souvent que Amazon se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'Amazon, c'est tellement puissant que bah, vous allez pouvoir vendre beaucoup sur Amazon si votre livre il est bien fait. Donc, ce que j'ai envie de te conseiller, c'est plutôt d'abord de vendre sur Amazon. Et si ton livre, il cartonne, il explose, si vraiment tu vois, tu fais des résultats de malade, bah, peut-être que ça vaut le coup, là, de dupliquer dans d'autres marchés, des marchés étrangers, de dupliquer sur d'autres plateformes, etc. Mais avant ça, très sincèrement, je vois pas trop l'intérêt parce que te positionner sur d'autres plateformes, il va falloir te former sur d'autres plateformes, il va falloir mettre ton livre en ligne, apprendre les codes de la plateforme. Donc ça va te prendre du temps, de l'énergie, tout ça pour faire peut-être une vente le 36 du mois, une vente l'année d'après, etc. Donc à mon sens, focalise-toi sur ce qui fonctionne le mieux, ce qui vend le plus, et clairement, c'est Amazon. Bon, tu as quand même des solutions, je t'en propose deux. Tu as, Kobo, Rakuten Kobo, donc c'est la Fnac en fait, hein, qui propose voilà, de mettre ton livre en ligne, entre guillemets. Et puis après, tu as The Book Edition aussi qui est pas mal connu.
où tu peux voilà, mettre aussi tes ouvrages en auto-édition. Voilà, tu en as plein d'autres, mais on va dire que c'est peut-être les deux plus gros. Encore une fois, je pense que tu devrais te concentrer sur Amazon d'abord parce que tu peux faire énormément sur Amazon. Moi, tu vois, j'ai regardé un petit peu ces plateformes, mais très sincèrement, pour ce que ça peut rapporter, j'ai vite laissé tomber. Nouvelle question. Alors, quelle thématique conseilles-tu de choisir pour Q4 et l'été, Q2? Ouais, alors l'été, début d'été, parce que l'été, c'est Q2, Q3. Alors, on va déjà parler du Q4. Alors, le Q4, c'est donc les derniers trimestres hein, de l'année. Hein. Donc, c'est octobre, novembre, décembre. C'est très clairement là où on fait le plus d'argent sur Amazon, hein, parce que il y a Noël et voilà, c'est là où les gens achètent le plus. On dit souvent qu'au Q4, tout fonctionne. C'est pas tout à fait vrai, mais presque. En fait, au Q4, tout ce qui va fonctionner, c'est tout ce qui peut faire office de cadeau. Donc, notamment pour les enfants, hein, c'est très, très enfant, hein, Noël. Hein, donc, ça va être tout ce qui va être surtout livre enfant qui va leur servir de cadeau. Alors, attention, ce qui va leur servir de cadeau. Donc, si tu me fais un livre, par exemple, je sais pas, sur les mathématiques pour les enfants, bah, Noël, ça va pas se vendre. Parce que à Noël, on n'a pas envie d'offrir un cadeau voilà, qui va plutôt embêter notre enfant. Voilà, donc ça va être plutôt des choses qu'il aime. Donc, je sais pas, par exemple, un cahier d'activité sur l'astronomie, un cahier de coloriage sur l'astronomie si l'enfant il est passionné d'espace. Voilà. Donc, c'est tout ce qui va être cadeau, notamment pour les enfants. Mais on ne fait pas que des cadeaux pour les enfants, on fait aussi des cadeaux pour les adultes. Donc, tout ce qui va pouvoir être cadeau pour les adultes. Donc, je sais pas, un livre sur, je sais pas, 65 anecdotes pour l'année 1950 pour votre grand-mère. Vous voyez, c'est l'année de naissance de votre grand-mère, l'année 1950. Eh bien, vous faites un livre sur cette année-là. Et potentiellement, toutes les grand-mères qui sont de cet âge-là, elles vont acheter ce livre. Toutes les grand-mères qui sont nées à cette date-là. Ça peut être plein, plein d'autres choses. Hein. Ça peut être un livre pour couple parce qu'on va faire des cadeaux à son chéri ou à sa chérie. Ça peut être plein, 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 plein de choses. Donc voilà, réfléchis, dis-toi finalement, qu'est-ce qui pourrait faire office de cadeau? Est-ce que ça peut faire office de cadeau? Et si c'est le cas, c'est une bonne niche pour le Q4. Et globalement, c'est souvent quand même des niches qui sont relatives aux enfants. Pour l'été, donc l'été Q2, alors plutôt début d'été. Donc tout ce qui va être Q2, tu as plein de niches qui peuvent fonctionner. Encore une fois, tu as tout ce qui peut être enfant pour occuper les enfants cette fois-ci. Donc là, typiquement, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, un cahier de mathématiques, et ben ça peut être une bonne idée parce que pour l'été, on a les vacances d'été, on a les vacances d'avril qui fonctionnent bien, on a aussi les vacances d'été, les grandes vacances, où là, les parents, ils vont chercher des livres pour occuper leurs enfants. Alors effectivement, un cahier de mathématiques pour cette période-là, ça peut très bien fonctionner. Voilà, donc tout ce qui est pour occuper pour les enfants, tout ce qui va se faire à l'extérieur. Donc, je sais pas, des livres par exemple pour le camping, des livres, je sais pas, pour voyager en camping-car. Voilà, donc il y a plein de possibilités, que ce soit des carnets, des livres de contenu, des guides, il y a plein, plein, plein de possibilités. Et puis après, tu as aussi tout ce qui est fin d'école et puis plus tard début d'école. Donc, exemple, fin d'école, je sais pas, par exemple, un cahier pour coller des photos, pour coller les photos de ses amis en classe, par exemple. Voilà, donc un album photo. Ça peut être un livre pour travailler des exercices pour le bac, par exemple, parce que fin d'année, il y a le bac. Vous voyez, tu as plein de choses comme ça. Et puis après, bien sûr, tu as le début de l'école, donc septembre, donc des choses, des agendas, des exercices pour se remettre en forme pour débuter l'école, plein de choses dans ce style-là. Voilà, donc l'été, c'est quand même une bonne période. Il y a quand même pas mal de demandes sur pas mal de choses différentes. Donc ça peut être quand même intéressant. Même si effectivement, fin d'été, là plutôt août, c'est très très calme. Mais des mois comme juin ou même juillet, tu peux arriver à faire pas mal de chiffres. Ensuite, comment repérer des niches saisonnières? Alors c'est assez simple. Si vraiment c'est repérer des niches saisonnières, savoir si une niche est saisonnière, ben moi je regarde la courbe des ventes avec Helium 10. Je te prends une niche saisonnière ici. Donc là, en plus, on est en plein dedans, hein, c'est pour la fête des grands-mères. Donc les grands-mères, c'est saisonnière, hein, tout ce qui est livre autour des grands-mères.
Et du coup, eh bien, grâce à l'extension d'Helium 10, on va avoir la courbe des ventes et donc on va pouvoir voir quand le livre il vend plus. Donc, je vais me mettre sur un an. Plus la courbe elle est basse, plus le livre y vend. Donc ici, on voit bien qu'on arrive dans la fête des grands-mères. Ici, on a Noël, donc on a une saisonnalité ici. Et puis ici, c'est l'année passée où on a beaucoup vendu aussi pour la fête des grands-mères. Donc, un livre comme ça, par exemple, on a deux périodes saisonnières pour Noël et pour la fête des grands-mères. La plupart des livres, ils sont saisonniers. Quand on regarde les courbes comme ça, la plupart, ils ont un endroit où la courbe, elle baisse. Alors, là, j'ai pris un exemple qui était fortement saisonnier, donc l'impact il est très fort, donc la courbe elle descend énormément. Mais tu as énormément de livres qui sont saisonniers et qui vont se corréler, par exemple, à la météo, aux vacances scolaires, à plein de choses. Et du coup, tu vas sentir que le livre, il vend un petit peu moins à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est pour vraiment voir si la niche, elle est saisonnière. Et ensuite, pour trouver des niches saisonnières, bah, je te conseille de regarder ce qu'on appelle le calendrier des marronniers. Euh, donc, tu tapes sur Google calendrier des marronniers. C'est un calendrier avec toutes les fêtes, finalement, qui se passent courant de l'année. Donc, après, à toi de vérifier hein, si c'est des niches qui pourraient être intéressantes. Ensuite, question d'après, quel caractère pour les polices, pour les livres pour enfants, particulièrement les polices pour les chiffres? Alors, encore une fois, ça va dépendre. Ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre du type de livre que je fais. Si je fais vraiment un livre avec du texte, si je fais un livre plutôt d'activité, vraiment, ça va dépendre. Globalement, les polices d'enfants, souvent, on prend des polices non sérifs. Donc, c'est des polices souvent qui sont très, très simples. Typiquement, pour mon intérieur, moi, j'utilise souvent celle-ci. Après, c'est très personnel. Il y a plein de polices. Globalement, une police simple où où l'écriture est relativement grosse pour que ça soit assez lisible. Donc ça, c'est une police que je pourrais utiliser, par exemple, pour mon texte. Et puis ça, une police, par exemple, que je pourrais utiliser pour un titre. Donc elle est beaucoup plus grasse, beaucoup plus grosse. Mais ça pourrait très bien fonctionner pour un titre. Encore une fois, ça dépend vraiment de ce que je fais. Donc c'est difficile de dire ça. Et de mémoire, effectivement, je ne connais pas de police sur Canva avec la barre du 7. Il faudrait essayer, mais j'ai pas ça en tête. Par contre, ce que tu peux faire, si tu trouves une belle police que tu aimes bien, utilise cette police de partout. Et puis la barre du 7, eh ben, tu la fais manuellement. Tu rajoutes une barre tout simplement. Mais ouais, là, de tête, comme ça, j'ai pas de police voilà, avec le 7 avec une barre pour enfants. Dernière question. Alors, parfois, Jérémy, parfois, certains de mes livres apparaissent à la première, deuxième, troisième, mais pas toujours de vente depuis que j'avais commencé à publier sur KDP. Alors, je pense que tu me parles des places, donc des fois, ton livre, il est bien visible, il est à la première place, à la deuxième place, et pourtant, il vend pas. Bah ça va dépendre de ta niche, en fait, hein, et sur quel terme tu es premier. Parce que si tu es premier sur le terme livre de coloriage pour les petites filles de 8 ans à 12 ans qui aiment bien les animaux fantastiques comme les papillons, si tu as mis ça comme titre et que tu es premier là-dessus, bah, c'est normal que tu sois premier là-dessus parce que c'est ultra spécifique et il n'y a personne qui va taper ça, il n'y a personne qui a mis ça comme mot-clé. Par contre, si tu es premier avec le mot-clé, par exemple, livre de coloriage, bah là, c'est plutôt autre chose. Donc, globalement, déjà, regarde la taille de ta niche et est-ce qu'il y a des recherches avec ton titre, avec les mots-clés que tu mets? Parce que s'il y a 3 recherches par jour, bah, t'as beau être visible, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut avoir suffisamment de recherches. Première chose, il faut que ta niche, elle ait suffisamment de recherches, qu'elle soit suffisamment grosse. Si c'est trop petit, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, si tu as beaucoup de recherches, que tu es très bien classé, bah déjà, félicitations, parce que si tu es classé premier sur livre de coloriage sans publicité, bah félicitations, ça devrait vendre. Si ça vend pas, c'est probablement que du coup que tu as un gros défaut sur ta couverture ou sur ton prix, en tout cas sur ton livre, et que très probablement tu vas pas rester en première ou deuxième position parce que Amazon, il va voir que tu vends pas, donc très vite, il va t'enlever des premières pages. Voilà, mais si tu vends pas avec des grosses requêtes, si tu as une niche où il y a des grosses requêtes, si tu vends pas et que tu es bien positionné, c'est probablement une erreur sur ton livre. Donc, une couverture, par exemple, qui est très moche ou un prix qui est déconnant, hein. Je te reprends l'exemple d'un livre de coloriage, par exemple, Coloriage licorne. Si tu es premier dessus, mais que tu es à 25 € sur ton livre,
bah, effectivement, il ne va pas vendre parce que tes concurrents, ils sont plutôt à 4-5 euros. Donc, les gens, ils ne vont pas acheter ton livre. Voilà. Donc, globalement, je pense plutôt que ta problématique là, c'est que tu es sur une niche qui est petite ou sur des termes de recherche qui n'ont pas de recherche, pas de volume de recherche. Et donc, forcément, tu as beau être très bien classé, ça ne fonctionnera pas. Voilà pour ces questions. Voilà, donc j'ai répondu très simplement. Encore une fois, je ne pourrais pas rentrer précisément dans les détails parce qu'on n'avait pas assez de temps. Déjà, la vidéo, c'est pas mal éternisé. Voilà, je recommencerai peut-être ce genre de vidéo si ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Puis si ça vous plaît, bah, posez-moi des nouvelles questions donc sur le groupe Facebook ou directement sur YouTube. Et puis j'essaierai peut-être de vous répondre dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!